Chapitre 3. Biais liés à la théorie des perspectives. Nous sommes vendredi soir, vous êtes en ville avec un ami, il y a beaucoup de monde. Vous souhaitez prendre un verre et vous hésitez entre votre bar favori et un autre bar. Vous estimez qu'il y a 2 chances sur 3 que votre bar favori soit complet et 1 chance sur 2 pour l'autre bar. Lequel choisissez-vous ? Il s'agit d'une décision en situation de risque où les alternatives et leurs probabilités, subjectives ici, sont connues. Pour comprendre comment nous prenons ce genre de décision, les chercheurs en économie utilisent des loteries. Exemple de loterie. Que choisiriez-vous entre A. 50% de chance de gagner 1 000 € et 50% de chance de ne rien gagner. B. Certitude de gagner 450 €. Le modèle le plus simple de la décision stipule que l'on calcule pour chaque option une quantité, la valeur attendue qui correspond à la somme des valeurs monétaires pondérées par leurs probabilités respectives et que l'on choisit l'option ayant la valeur attendue la plus élevée. L'option A dans l'exemple, mais ce modèle n'est pas un bon modèle de la décision risquée. Au XVIIIe siècle, le mathématicien Daniel Bernoulli a suggéré que les individus ne prennent pas leurs décisions sur la base de valeurs monétaires, mais suivant l'utilité de ces valeurs monétaires. En économie, l'utilité est le degré de satisfaction que nous procure quelque chose. Recevoir 20 €, regarder un film, etc. Bernoulli suppose ensuite que l'utilité est une fonction logarithmétique de la richesse, ce qui implique que l'utilité augmente moins vite à mesure que la valeur monétaire augmente. C'est l'hypothèse de l'utilité marginale décroissante. C'est pour cette raison qu'un gain de 10 000 € n'aurait pas le même impact chez un FDF que chez Bill Gates. Avec ces 2 hypothèses, Bernoulli a jeté les bases de la théorie de l'utilité espérée qui fut formalisée par John von Neumann et Oscar Morgenstern en 1944. Dans sa formulation générale, cette théorie avance que face à un choix, nous calculons l'utilité espérée de chaque option, la somme des utilités des possibilités pondérées par leurs probabilités respectives, et nous choisissons l'option ayant l'utilité espérée la plus élevée. La théorie de l'utilité espérée décrit comment nous devrions prendre nos décisions, mais pas comment nous les prenons dans les faits. Dans un article publié en 1979, qui vaudra à Kahneman le prix Nobel d'économie en 2002, Kahneman et Tversky ont proposé un modèle plus réaliste de la décision en situation de risque, la théorie des perspectives. Ce modèle repose sur 3 idées centrales. La première est que les gens n'évaluent pas un résultat en lui-même, mais quel changement ce résultat représente par rapport à un point de référence. La décision prise dépend du fait que ce changement représente un gain ou une perte, soit de la perspective offerte. La seconde idée centrale est que l'utilité marginale décroissante s'observe pour les gains comme pour les pertes. La fonction d'utilité est donc concave pour les gains et convexe pour les pertes. Cette hypothèse implique l'existence d'une aversion à la perte. Une perte engendre davantage d'insatisfaction qu'un gain d'un même montant n'engendre de satisfaction. Par exemple, perdre 100 € procure davantage d'insatisfaction que gagner 100 € procure de satisfaction. La troisième idée essentielle de la théorie des perspectives est que le calcul de l'utilité espérée repose sur des probabilités subjectives qui sont telles que nous surestimons les probabilités faibles et sous-estimons les probabilités élevées. La théorie des perspectives et son concept phare d'aversion à la perte permettent d'expliquer plusieurs biais cognitifs majeurs en matière de décision. L'aversion à la perte. Accepteriez-vous ce pile ou face ? Pile, vous gagnez 20 €. Face, vous perdez 10 €. Malgré une espérance de gain positive, 5 €, nous sommes peu enclins à accepter de jouer. Cet exemple simple révèle le phénomène d'aversion à la perte, un biais cognitif puissant susceptible d'impacter des décisions de nature diverse, car ce biais est profondément enraciné dans la psychologie humaine. D'une façon générale, nous préférons éviter de perdre quelque chose que nous possédons qu'obtenir quelque chose que nous n'avons pas. Dans le film Wall Street, l'argent ne dort jamais, 2010, lorsque Bretton James, CEO de la banque d'investissement Churchill Schwartz, propose à Louise Zabel, CEO de l'établissement concurrent Keller-Zabel laminé par la crise financière, de racheter les actions Keller-Zabel à 2 $ l'action, ce dernier répond que cette action valait encore 79 $ il y a un mois et qu'il préfère tenter sa chance au tribunal des faillites. Éviter une perte est une force puissante qui façonne nombre de nos décisions. Dans une affaire civile, par exemple,
Les perspectives sont différentes selon que l'on envisage l'affaire du point de vue du demandeur, le plaignant, ou du défendeur, la personne contre laquelle la prétention est formulée. Dans la plupart des cas, le demandeur choisit entre un gain certain, un paiement dans le cas d'une résolution du conflit à l'amiable, et un gain potentiel plus important en cas de procès, tandis que le défendeur choisit entre une perte certaine, le paiement à l'amiable, et une perte potentielle plus importante en cas de procès. Dès lors, l'aversion à la perte pousse d'un côté le demandeur à privilégier le paiement à l'amiable et de l'autre côté le défendeur à privilégier le procès pour éviter une perte sûre. En finance, l'aversion à la perte est à l'origine d'un phénomène bien connu chez les investisseurs particuliers, le biais de disposition. Le portefeuille d'un investisseur est composé à la fois de titres gagnants et de titres perdants. Une étude ayant analysé les transactions de 10 000 comptes individuels de 1987 à 1997 a montré que les investisseurs particuliers ont tendance à vendre les titres gagnants trop tôt pour enregistrer un gain et à conserver trop longtemps les titres perdants pour éviter une perte. En moyenne, les titres gagnants ont 50% plus de chances d'être vendus que les titres perdants. La conséquence est que la part des titres perdants dans le portefeuille augmente progressivement, détériorant ainsi le rendement de celui-ci. La crainte de la défaite est aussi une motivation puissante chez les sportifs. Dans une interview de février 2020, la joueuse de tennis Caroline Wozniacki, ancienne championne numéro 1 mondiale, déclarait « Je pense que je déteste perdre plus que j'aime gagner ». Le sprinter Usain Bolt avait lui-même déclaré « J'ai vraiment besoin de gagner parce que je déteste perdre ». Dans un article intitulé « Is Tiger Woods Lost Averse ?», publié en 2011, deux économistes ont montré que l'aversion de la perte impacte la performance des joueurs de golf professionnels. Au golf, le par désigne le nombre de coups théoriques pour chaque trou, de 3 à 5. Un joueur score un birdie lorsqu'il réalise un coup en dessous du par. A l'inverse, il score un bogey quand il réalise un trou au-dessus du par. Sous l'angle de la théorie des perspectives, on peut définir le par comme le point de référence, un birdie comme un gain et un bogey comme une perte. On devrait donc retrouver le phénomène d'aversion à la perte. L'analyse de 2,5 millions de coups joués sur les circuits professionnels révèle que c'est bien le cas. Quand les joueurs jouent un trou pour réaliser un birdie, un coup en dessous du par, ils échouent 3% plus souvent que lorsqu'ils jouent un trou pour scorer le par et donc éviter un bogey. La peur d'enregistrer une perte pousse davantage les joueurs à réussir que l'espoir d'enregistrer un gain. La théorie des perspectives avance l'idée centrale que nous évaluons les conséquences d'un choix en termes de changement par rapport à un point de référence. Celui-ci correspond souvent à une situation initiale, soit un statu quo. Le biais du statu quo désigne la tendance à privilégier le statu quo dans la prise de décision et donc l'immobilisme. L'aversion à la perte est l'un des facteurs explicatifs de ce biais, pondérant plus fortement les pertes potentielles que les gains potentiels liés à tout changement par rapport au statu quo. Nous préférons souvent nous en tenir à la situation actuelle. Ce phénomène contribue ainsi à la résistance au changement et à l'immobilisme souvent observé tant au niveau individuel que dans les organisations. Si choisir le statu quo est souvent plus sécurisant, ce choix conduit parfois à écarter des options pourtant rationnellement plus profitables. Débiaising. 3 techniques ont montré leur efficacité pour réduire l'aversion à la perte. La première consiste à décider pour autrui. Quand il s'agit de décisions n'impliquant pas de perte, nous prenons les mêmes décisions pour nous-mêmes que pour autrui. En revanche, quand il s'agit de décisions impliquant des pertes potentielles, nous sommes moins averses à la perte quand nous décidons pour autrui que lorsque nous décidons pour nous-mêmes. Il est ainsi opportun de solliciter l'avis de personnes de confiance lorsque nous devons prendre une décision importante impliquant des pertes potentielles. Une deuxième technique est de décider aujourd'hui pour le futur. Reprenons notre exemple de pile ou face. Pile, vous gagnez 20 €, face, vous perdez 10 €. Si nous devons choisir d'accepter ou non de jouer maintenant, nous avons tendance à décliner. En revanche, si nous savons que notre choix s'appliquera dans le futur, dans un mois par exemple, nous sommes alors plus enclins à accepter le pile ou face. Autrement dit, l'aversion à la perte impacte moins nos décisions qui prendront effet dans le futur que nos décisions présentes.
Une troisième technique consiste à développer ses connaissances sur le sujet de la décision. Une étude a montré que chez les acheteurs d'une voiture, les personnes les plus informées sur une caractéristique précise, la consommation par exemple, sont moins averses à la perte sur cette caractéristique. Exemple. Une société de conseil fait tous les mois une réunion de pilotage des projets en cours et des comptes clients. À chaque réunion se posent toujours les mêmes questions. Comment conserver les clients actuels et comment en trouver de nouveaux? Quand on demande aux différents managers combien de temps ont-ils passé à gérer les clients existants, à faire de l'élevage et à chercher de nouveaux clients, faire de la chasse, les pourcentages avancés sont de 85% pour l'élevage et de 15% pour la chasse, traduisant ainsi une préférence pour garder les clients au fait d'en chercher de nouveaux. Les managers mettent un point d'honneur à vouloir conserver leurs clients, ce qui est tout à leur honneur. Mais en délaissant la recherche de nouveaux clients, ils prennent un risque élevé, car dans les missions de conseil en management, quelle que soit la qualité de prestation, le renouvellement n'est pas automatique. Les clients sont en général intéressés par la nouveauté et le fait de voir d'autres approches. Donc il faut rééquilibrer le temps entre la chasse et l'élevage de manière à avoir un roulement de nouveaux clients. Conseil, pensez les gains futurs et prendre du temps pour cela. L'effet de dotation. Dans les années 1980, l'économiste Richard Thaler avait constaté qu'un collègue amateur de vin avait pour habitude de revendre des bouteilles de sa collection à un prix plus élevé que celui auquel il les avait achetées. Cette observation suggère que le fait de posséder un objet en augmente la valeur. Par conséquent, le prix auquel les gens vendent un objet qu'ils possèdent est supérieur au prix auquel ils l'achèteraient. C'est l'effet de dotation. La théorie des perspectives explique de façon limpide cette asymétrie entre le prix de vente et le prix d'achat d'un même produit. Le fait de posséder ou non un objet définit le point de référence. Acquérir l'objet, achat, correspond à un gain, tandis que s'en séparer, la vente, correspond à une perte. Or, l'aversion à la perte fait qu'il y a une asymétrie entre la douleur associée à une perte et le plaisir associé à un gain. Il est plus douloureux de se séparer d'une bonne bouteille de vin qu'il n'est agréable d'en acquérir une tout aussi bonne. L'effet de dotation est le reflet de cette asymétrie dans les prix. L'effet de dotation est très vrai pour la revente d'un appartement ou d'une maison. Le vendeur estime en général à la hausse la valeur du bien à la revente. Des biaisings. À ce jour, aucune étude publiée n'a rapporté de technique permettant de réduire efficacement l'effet de dotation. Dans tous les cas où l'on revend quelque chose que l'on a possédé, s'efforcer à tout le moins d'être conscient que nous aurons tendance à surestimer la valeur du bien. Exemple. Un jeune ingénieur prend la direction d'une unité de production et souhaite mettre en place une nouvelle organisation du travail sur les bases de l'excellence opérationnelle. Il fait une réunion avec les principaux responsables de l'unité de production et présente une méthodologie qu'il souhaite mettre en œuvre. Très vite, à l'occasion de cette réunion, il se rend compte que les participants manifestent de la réserve à l'égard des propositions et ne se montrent pas très participatifs. Le seul qui paraît être motivé est une personne qui vient de prendre ses fonctions. En gestion du changement, les personnes se sentent propriétaires de leur activité. C'est mon atelier, c'est mon service, ce sont mes clients, etc. Toute action visant à modifier le territoire perçu en priorité est vue comme une action d'ingérence, générant ainsi de la réserve et de la résistance active ou passive. C'est ce qu'a vécu ce jeune ingénieur. En plus, l'ancienneté est forte et plus la perception de propriété est élevée, comme le montre la différence de comportement entre les anciens et le nouveau. Après s'être formé à la gestion du changement et compris la perception de propriété amplifiée par l'effet de dotation, le jeune ingénieur a de nouveau réuni les responsables et leur a demandé de définir toutes les bonnes pratiques et celles qui devaient faire l'objet d'évolution, le tout dans une philosophie d'excellence opérationnelle. Le biais des coûts irrécupérables. Imaginez deux personnes dans une salle de cinéma, tous deux trouvant le film très ennuyant. L'une a payé son billet, tandis que l'autre a obtenu son billet gratuitement par un ami. Laquelle des deux est la plus susceptible de quitter la salle ? Celle qui n'a pas payé son billet, évidemment. Pour la plupart d'entre nous, la décision de quitter la salle est influencée par le fait d'avoir payé ou non son billet. Mais ce n'est pas le cas chez un agent parfaitement rationnel. Le coût du billet est irrécupérable et n'influence pas les décisions futures. L'agent rationnel choisira donc entre avoir payé son billet et rester devant un film ennuyant ou
B. Avoir payé son billet et quitter la salle. Le fait d'avoir payé son billet est présent dans les deux options et ne devrait donc pas influencer la décision. Mais chez un humain, quitter la salle de cinéma alors qu'on a payé son billet est émotionnellement coûteux. C'est le biais des coûts irrécupérables. Ce biais affecte tant les décisions individuelles de la vie quotidienne que les décisions stratégiques des organisations. Vous êtes allé en ville pour faire une course, mais la boutique en question est fermée. Vous restez finalement un peu en ville car vous ne voulez pas avoir fait le trajet pour rien. Ce coût est pourtant irrécupérable. Alors qu'il est manifestement mal embarqué, un joueur de poker n'envisage pas de coucher sa main au motif qu'il a déjà mis beaucoup d'argent dans le pot. Ce coût est pourtant irrécupérable et sa décision ne devrait se fonder que sur les variables pertinentes, le montant à payer pour suivre, la taille du pot et les chances de reporter la main. Le biais des coûts irrécupérables peut entraîner un processus d'escalade de l'engagement. Si un projet pour lequel des dépenses conséquentes ont déjà été engagées n'a pas atteint les objectifs fixés, les décideurs pourront être tentés d'engager des dépenses supplémentaires pour essayer d'atteindre les objectifs. Des biaisémes. Un principe général pour éviter le biais des coûts irrécupérables est de s'efforcer de les identifier. Par exemple, je n'ai pas fait tout ce trajet pour rien. Et de les ignorer. Dans son cours à l'école de management de l'Université de Chicago, Richard Thaler donne aux étudiants une liste de règles à suivre pour prendre les bonnes décisions. L'une d'entre elles est ignorer les coûts irrécupérables, supposer que les autres ne l'en font pas. De façon plus précise, deux techniques peuvent efficacement atténuer ce biais et l'escalade de l'engagement. 1. Rendre le ou les coûts irrécupérables moins dramatiques. 2. Fixer des objectifs en amont qui, s'ils ne sont pas atteints au bout d'un certain temps, devront amener des changements dans la façon de procéder. Autodiagnostic des biais de la théorie des perspectives. Nous agissons en fonction de ce que nous espérons avoir ou ne pas perdre. Nos perceptions dépendent de nos projections en termes d'utilité. Mais cette projection n'est pas complètement rationnelle. Nous avons une aversion à la perte par laquelle nous préférons ne pas perdre ce que l'on a plutôt que de prendre le risque de gagner plus. Nous survalorisons les objets qui nous appartiennent et sommes parfois victimes de la spirale de l'engagement dans certains investissements. Auto-évaluez-vous sur les différents biais par une note de 1 à 5. 1 signifiant une faible exposition du biais et 5 une forte exposition au biais, afin d'obtenir votre profil. Cet exercice peut se faire pour une équipe en collectif. Le biais. Aversion à la perte. Définition. Nous préférons éviter de perdre quelque chose que d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas. Donner une évaluation de 1 à 5. Débiaising. Demander à des personnes extérieures quelles décisions elles prendraient à notre place. Nous sommes moins averses au risque quand nous décidons pour autrui. Décider aujourd'hui pour le futur, autrement dit prendre aujourd'hui une décision qui prendra effet dans le futur, et développer ses connaissances sur le sujet de la décision. Effet de dotation. Le fait de posséder un objet en augmente la valeur. Évaluer de 1 à 5. Demandez à d'autres personnes de donner une évaluation de ce qui vous appartient. Analyser la valeur d'un bien avec des données comparatives de marché. Le biais des coûts. Nos décisions sont influencées par le fait d'avoir des coûts irrécupérables. Évaluation de 1 à 5. Débiaising. Identifier les coûts irrécupérables. Par exemple, je n'ai pas fait tout ce trajet pour rien et les ignorer. Rendre le ou les coûts irrécupérables moins dramatiques. Fixer des objectifs en amont qui, s'ils ne sont pas atteints au bout d'un certain temps, devront amener des changements dans la façon de procéder. Évaluer le coût engagé de la perte potentielle. Accepter que l'on puisse se tromper dans certains investissements et que c'est un apprentissage.